Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20e numéro du Bistrot d'Aller le LOSC saison 3, l'émission réalisée par des supporters du LOSC pour des supporters du LOSC et notamment produite par les Docs du Net et le site bien mal en point en ce moment, allerlelosc.com. Une émission qui revient chaque semaine sur l'actualité du LOSC, donc diffusée en direct sur la page Facebook du Bistrot et rediffusée en replay sur notre chaîne YouTube. Alors, avant de vous présenter le sommaire, on va faire le tour des invités et on va commencer par les piliers du bistrot que vous voyez régulièrement. Alors, on va commencer par notre ami qui vient du soleil de l'Italie, Lorenzo, qui est responsable du compte Twitter Dogs Italia et du compte Instagram du même nom. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir, bonsoir les gars. Premier match après un mois qu'on ne regarde pas ensemble et pas au stade. Ça s'est pas mal passé, donc il faudra quand même en parler. Mais bonsoir à tous. Voilà, il faudrait peut-être reprendre les anciennes habitudes pour les résultats du LOSC. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, il est avec nous avec son décor rempli de carrés blancs, qui est un hommage aux films érotiques des années 70 à la télévision. Christophe de Vinaldas. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Ça va bien. Bonsoir à toutes et tous. Ça va, ça va. C'était une belle semaine, je trouve. Alors, si vous regardez également derrière, au-dessus de son épaule, vous devinez également un hommage au film érotique des années 70. Hein. C'est Christophe, donc qui est l'autre Christophe, Christophe C. Bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde, et ce n'est pas un autoportrait, je tiens à le préciser. Alors, je ne t'avais pas posé la question. Et il est là aussi avec nous. Alors, c'est le seul. Ah non, il y a aussi Lorenzo qui avait un signe distinctif de son état de supporter du LOSC. Donc, il est de retour après 1 ou 2 semaines d'absence. Gildas, bonsoir Gildas. Bonsoir à tous, bonsoir aux piliers et aux auditeurs. Au centre de l'écran, vous voyez une tête que vous connaissez déjà si vous suivez régulièrement l'actualité du LOSC à la télévision et notamment sur BFM Grand Lille ou BFM Grand Littoral. Il s'agit de Vincent Vieillard, on est heureux d'accueillir ici, qui anime l'émission Cop Nord. Bonsoir Vincent. Bonsoir François, bonsoir les piliers, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je suis ravi de pouvoir te la rendre pour une fois. Pour une fois Avec plaisir. Donc, tu animes en fait cette émission Cop Nord. Tu peux nous en dire plus? C'est tous les lundis à 19h? Ouais, on va fêter nos 1 an là bientôt. On a créé cette émission Cop Nord, donc qui est diffusée tous les lundis à 19h en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et le concept, il est un peu particulier. On voulait pas refaire la même émission avec les journalistes qu'on voit un peu partout. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire parler les supporters, en fait, pour montrer que des supporters savent s'exprimer à la télé. C'est vrai que c'est pas forcément facile de faire comprendre ça à tout le monde. Et c'est encore, vous savez très bien de quoi on parle. Et on a des supporters de Lille et des supporters de Lens qui sont là chaque semaine et qui arrivent à débriefer des matchs des deux équipes. C'est pas forcément toujours facile, François peut en témoigner. Mais c'est un vrai plaisir d'avoir un petit groupe qui est devenu presque un groupe de copains, presque. Et on n'en est pas Presque, loin. hein, Presque, évidemment. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir parler football avec des passionnés chaque semaine. J'ai beaucoup de chance. En tout cas, s'ils nous regardent, on les salue. Alors, tu sais que dans cette émission, le Bistrot des LOSC, on a parfois, souvent, quand on a un invité, on lui pose pour commencer la question à la con. Ouais, Alors, je sais, j'ai appris ça. Alors, c'est une question à la con, à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, mais pour l'instant, tout le monde a répondu. Donc, tu as quand même un peu la pression. Tu as une pression, oui. Alors, la question, c'est justement par rapport à ton émission, où chaque semaine, tu invites à la fois des supporters lillois et des supporters lensois. Est-ce que tu as été obligé, dans le studio, de fixer les fauteuils au sol pour éviter qu'ils se les balancent à la figure? Alors, on n'a pas assez de budget pour ça. Non, non, on s'est vraiment fait volontairement. Ils sont mobiles et on arrive même à passer les derbies ensemble. Bon. On ne sait pas ce qui se passe dans les groupes WhatsApp, on ne dira pas forcément. Mais en tout cas, on dirait que ça se tient toujours bien. Ce qui se passe dans le groupe WhatsApp reste dans le groupe WhatsApp. C'est une règle qu'on a ici ou ailleurs. Alors, tu sais qu'à Côte Nord, je sais quand je viens te rendre visite, qu'on a toujours parfois du mal à respecter le conducteur. 30 minutes, c'est très court pour faire le tour de 2 matchs, un match de Lille, un match de Lens. Ici, au bistrot, tu verras, on est beaucoup plus souple avec le conducteur. On le laisse conduire et on prend le temps qu'il faut pour évoquer l'actualité qui est très chargée cette semaine avec 4 matchs finalement à voir ensemble. Alors, le sommaire, justement, de cette émission, on va commencer par
le match de Clermont. On a appelé cette rubrique à bout de souffle. Alors, c'est un sommaire très cinéma, hein. C'est une référence à plusieurs films. Pour le match de Rennes, on a appelé ce résumé Tant qu'il y aura des hommes. Ensuite, on viendra sur la Coupe de France, le prochain match à Lyon, de la coupe aux lèvres. Alors, je vous laisse deviner quel est le réalisateur de ce film, hein, si vous le trouvez. Alors, ce n'est pas le jeu de tout à l'heure, mais je vous laisse deviner. Et enfin, pour Strasbourg, on appelait ça le grand départ, avec un point d'interrogation, voir est-ce que le LOSC va effectivement démarrer sa course vers les sommets. Alors, vous savez que vous pouvez intervenir en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Aïe LOSC et qu'on reprend régulièrement les commentaires que vous pouvez faire, qu'ils soient intelligents ou pas. D'ailleurs, on aime beaucoup les commentaires qui ne sont pas complètement intelligents, alors vous n'hésitez pas, lâchez-vous. Et vous pouvez participer, c'est votre émission, vous pouvez vous exprimer. N'hésitez pas, nous nous nourrissons de vos commentaires. Alors justement, il y a déjà des commentaires, il y a... outre les saluts, les bonjours, il y a Fabien qui nous dit que ce soir, on a un vieillard et un vieux, donc c'est parfait, donc on en profite, hein, on a l'impression d'animer ça d'un hospice, mais on va essayer de rajeunir avec nos propos. Donc je vous propose de passer à la première partie de l'émission. Avant ça, François, est-ce que je peux couper déjà ton petit truc, là, ta petite préparation, ton petit conducteur? Moi, j'aurais une question à Vincent avant. Juste, ça va prendre 3 secondes. Parce qu'on a un troisième club dans le Nord qui s'appelle Valenciennes, qui est en D2, qui par chance est 10e. Est-ce qu'il a déjà conscience qu'un jour ce club pourrait monter en première ligue, enfin en Ligue 1? Et est-ce qu'il y aurait moyen d'élargir justement le format de l'émission avec un troisième club? C'est une possibilité chez toi? Tout est toujours possible, tout est toujours envisageable. Et pour tout vous dire, je suis même supporter boulonnais jusqu'au fond du cœur. Donc j'ai déjà le projet de le mettre, même s'ils sont en Régional 1. Mais ça, on n'y est pas encore. C'est chouette. Bon, par contre, il faudra peut-être allonger l'émission parce que là, il faudrait parler très très vite, hein. Là, ton Ou que tu conducteur, parles moins. oui, je crois qu'il faudra mieux rallonger l'émission, ce sera plus simple. Voilà, donc je vous propose peut-être de regrouper les deux premières parties. On va faire un tour de table sur les deux matchs, votre sentiment après les deux matchs, en fait, Clermont et Rennes. Et après, on reviendra sur chacun d'eux avec la rubrique préférée de Vincent, le top et les flops, ou les tops et les flops. Alors, on va commencer peut-être par Lorenzo. On va commencer par nos amis au-dessus des Alpes. Comment tu as vécu cette semaine, ce double match avec finalement des sentiments différents entre le match de Clermont et le match de Rennes? Là, les souvenirs les plus proches, c'est le match du dimanche donc, et du samedi, donc je dirais bien. Même si c'est vrai que mercredi, on a souffert. Et ça a été le classique match d'un LOSC. C'était un peu mental, cette malédiction, parce qu'on n'arrivait pas à marquer, parce qu'il y avait eu ce match de Nice où on pouvait en marquer 3 et on a fait 0 but, on a pris le but de Nice, on a perdu le match, donc tout ça. Donc, j'imagine que mentalement, ce n'était pas facile pour les joueurs. Il n'y a pas eu vraiment cette peut-être envie, cette femme d'aller gagner ce match. Mais c'est vrai que contre des équipes qui défendent bien, ça nous rend toujours le truc plus compliqué. Donc voilà. Après Clermont, la première mi-temps de Rennes, je me suis dit, OK, c'est bon, on est en train vraiment de couler, soit mentalement, soit vraiment au niveau, je dirais même physique, parce que franchement, les premières 20 minutes, la première demi-heure, on a l'impression que Rennes, ils nous mangeaient, quoi. Et par contre, après, on a cette belle deuxième mi-temps. Le football, c'est pas prévisible et c'est ça qui est beau. Et on gagne ce match-là. C'est vrai que Rennes, ça fait des années que commence vraiment à, je sais pas, mais à Roison Park, on sent à chaque fois, on le sent bien. Et donc voilà, il faut voir. C'est un peu comme on dit, en fait, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça fait un peu des gros matchs et des matchs où on est très déçu parce qu'on pense d'arriver pour lutter pour l'Europe et après non, et après on perd, on égalise, tout ça. Donc, je sais pas, je suis content. On a gagné contre une équipe qui, je pense, a un effectif beaucoup meilleur que nous, c'est Rennes. Mais on a fait 0-0 contre Clermont, on n'a pas été capable de gagner. Donc, c'est un peu moitié-moitié, mais voilà, j'espère que mentalement, ça serait vraiment le début de quelque chose de très grand, en fait.
Alors, Christophe et Vincent, avec votre question préliminaire, vous avez fâché les Dunkerquois qui, bien évidemment, ils seraient les bienvenus s'ils montaient en division supérieure. Nous, Vincent, je parle pour toi, mais tu prends tout le monde, hein, toutes les équipes qui arrivent au niveau supérieur du football régional. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. La Ligue 1, quand elle sera ouverte à tous. Il y a un seul regret, c'est qu'on n'était pas là en 2010, l'année où il y avait les 4 clubs en Ligue 1. Ça aurait été incroyable. Mais là, on aurait été obligé de faire une émission d'1 heure. Ouais. Peut-être pour ton plus grand plaisir, François. Il n'y avait toujours pas Dunkerque. Il n'y avait toujours pas Dunkerque dans les 4. Ils n'avaient qu'à monter en Ligue 1, on peut pas tout faire. Après, Vincent, une émission d'1 heure, tu en as fait une récemment avec notamment Cassel, qui n'est pas en Ligue 1, mais où Cup Nord, en fait, a participé à l'événement en 2 ou 3 émissions, si je ne dis pas de Oui, bêtises. on avait réussi à faire donc 1 heure d'émission avec notre journaliste Clément Paulin qui a pu suivre les supporters. Il a fait le départ en bus depuis Cassel, il nous a fait vivre le bus. Les séquences, elles sont encore à revoir sur notre site, hein, sur BFM Grand Lille. Allez voir, vraiment, il y avait une super ambiance, c'était très cool. Et c'est ça qui est génial, on parlait justement de tout est possible, tout est malléable. Je tiens à saluer ce soir Théo de Rangeon, qui est le cerveau de l'émission, c'est lui qui réalise un peu tout, la partie technique et tout, c'est lui. C'est là où je salue aussi ton travail, François, parce que là, toi, tu fais tout seul. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus dur. Mais ouais, Théo, c'est lui qui permet vraiment de tout piloter tout seul. Et c'est vrai qu'on travaille super bien à deux. Donc, on a réussi à créer une demi-heure d'émission supplémentaire en 3 heures de taf l'après-midi. Donc, non, vraiment, quand on dit que tout est possible dans cette émission, on y croit et en plus, on le fait. Alors, on a Damien Bonne qui travaille sur le site Drogue, Bière et Complot contre le LOS, qui nous précise qu'en 1936, il y avait 6 clubs du Nord-Pas-de-Calais en Division 1, donc à Caen davantage. 6 clubs, là, il faudra une émission de 3 heures. Hein, Même en 1936, la télé n'était pas encore forcément très inventée, donc ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire aussi. C'est pas faux. Alors Vincent, tu as la main, tu vas la garder. Comment tu as vécu cette semaine lossiste avec 2 résultats diamétralement opposés? Je crois qu'on peut le dire ça comme ça. Les résultats, ils sont diamétralement opposés, mais effectivement, quand tu vois le début de match à Rennes, tu as l'impression de revivre le match de Clermont à ceci près que tu as une boulette qui fait que tu te dis que la soirée risque d'être très longue. Rennes, on avait tous vu un peu ce que ça vaut en Ligue 1, ça reste très fort. Ils étaient sur une super série à domicile, meilleure attaque, meilleure défense. Ils étaient sur une série de 10 matchs sans défaite. Enfin bref, c'était vraiment une citadelle qu'on pensait imprenable. Et au final, c'est le réveil d'André Gomes. On a vraiment l'impression que c'est lui le joker de cette équipe, qu'il a terriblement manqué ces dernières semaines, que contre Clermont, on voit que c'est une équipe qui a beaucoup tenté. Il y a énormément de centres, mais très peu qui trouvent preneur. Et c'est une stat qu'on a sortie hier. Il y a seulement 10 centres qui sont faits par les Lillois contre Rennes. C'est-à-dire que le jeu est complètement métamorphosé quand il y a André Gomes, et encore plus quand il y a André Gomes en pleine forme. Donc c'est vraiment lui le joker et l'atout des Lillois sur cette fin de saison. Donc c'est vraiment lui qu'il va falloir protéger. On n'oublie pas évidemment, je pense, Lucas Chevalier qui sauve la première mi-temps lilloise et qui sauve aussi le point contre Clermont. Semaine mitigée mais qui se termine très bien. Donc on espère avoir la même chose cette semaine. Alors, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Pardon. Beaucoup de commentaires. On a notamment Patrice qui nous dit il parle bien ce monsieur. Donc, si c'est Patrice auquel on pense, on le salue. C'est exactement ça. Alors François qui nous dit un bon coca en regardant le bistrot d'Alelosque. Donc je ne vais pas dire le contraire. Moi je bois du Schweppes ce soir. Donc je ne dirai pas le contraire. Et donc, pas mal de bonsoir. Et des commentaires. Le match de Rennes, très mal embarqué, mais quelle force de caractère pour Jonathan. Alors que peu inspiré, aucune envie pour la qualité des joueurs, donc pour le match de Clermont par Johan. Clermont, quelle purge pour Fabien. Donc voilà, le match de Clermont très très pauvre, on aurait pu jouer pendant 2 jours et surtout sans Lucas Chevalier, on aurait pu perdre ce match, toujours Jonathan. Donc des commentaires qui vont un peu dans le même sens. Christophe C, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Comment tu l'as vécu cette semaine? Un petit peu comme Vincent, l'élément clé de ces 2 matchs, vous prenez les feuilles de match, on en a parlé déjà un peu la semaine dernière, il y a un absent au premier match, il est là au deuxième et c'est plus tout à fait la même chose. Donc l'élément fort, l'élément clé de ces 2 rencontres, il est là. Les absences
assez longue de certains joueurs et puis la présence d'André Gomes qui fait la différence. Alors, sur le deuxième match, on en parlera tout à l'heure sur les tops, on peut le mettre en top. Juste une petite chose, si on peut retenir, c'est juste ces 2 premières minutes de jeu où il met une patate à Yoro, le pauvre, qui peut faire que ce qu'il peut avec ce ballon. Mais voilà, et après ça, c'est la deuxième mi-temps d'André Gomes, elle est magnifique. Et de l'équipe, forcément. Gildas, ça va être dur de ne pas répéter la même chose. La semaine, comment tu l'as vécu, toi? Je l'ai vécu après Clermont. Je me suis dit, on s'enlise vers le milieu de tableau et l'anonymat du championnat parce que vraiment, on n'a vraiment rien montré. Alors, je ne sais pas si on va y revenir sur ce match-là en détail, mais c'était vraiment inquiétant dans le contenu. On se serait cru avec un LOSC en mode Gouvenec, mais plus globalement, ben, notre LOSC, ben, on ne sait jamais où les attendre, quoi. Quand on les attend pour passer un palier, qu'il y a une opportunité au classement, même quand une équipe est en forme, et ben, on se plante. Et quand on les attend plus et qu'on se dit ça y est, c'est fini, et ben, ils vont nous gagner un match à Rennes qui est impressionnant à domicile. Donc, bah, comment je l'ai vécu, c'est un peu les montagnes russes, hein. Après le match de Clermont, j'étais vraiment pas optimiste et un peu en colère même d'ailleurs. Et puis après le match contre Rennes, on reprend espoir et on se dit, ben, pourquoi ils nous font pas ça plus souvent? Alors vous allez me dire, ils le font, mais il n'y a pas la finition. Mais ils ont tout bien fait contre Rennes, ce qu'on n'a pas bien fait dans les matchs précédents. Après, pour le match contre Clermont, il y a quand même des choses à dire. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné, on y reviendra peut-être, et puis qui ont fonctionné contre Rennes par contre. Voilà. Et puis il y a le match contre Clermont, il y a quand même des absents. Je crois que David était absent, Ounas absent, André Gomes absent, et on se rend compte que ça fait beaucoup quand même, et que on est juste au niveau, on est quand même juste au niveau effectif, et bon, c'est un gros problème de ne pas avoir recruté au mercato à mon avis, quoi. On aura certainement l'occasion d'y revenir dans la soirée. Christophe D, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah ouais, parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et j'étais pas d'accord au match déjà. Je trouve qu'au Clermont, c'était pas une purge. Pour moi, une purge, c'est Angers, c'est Brest. Là, je trouve c'était maladroit, c'était tout ce qu'on veut. Ça s'est engouffré dans le piège clermontois qui était de jouer bas. Et c'est pour ça que, d'ailleurs qu'on a pris des contres assez assassins parce qu'on s'est un peu trop exposé à ces contres-là. Mais on a essayé d'attaquer, même si je veux dire, si on regarde la fin du match, il y a 3 grosses occasions. S'il y en a une des 3 qui est marquée, on gagne à 0. Tout le monde dit, bon, on était moyen, mais ça a été, quoi. Sauf que là, les 3 grosses occasions sont marquées et on se dit, ben, on a été nul et heureusement qu'on a Chevalier. Donc, je suis moins catégorique sur le match de Clermont. Sur le match de Rennes, ben, le début de match, on s'est fait dominer un quart de 20 minutes. Par contre, au bout d'un quart de 20 minutes, j'étais persuadé qu'on allait gagner parce que vu comment on a commencé à jouer à partir de ce moment-là, je me dis, ben, Rennes commence à reculer et on les mettait déjà en danger. On a mis un bout de temps avant de marquer quand même. Ça c'est pénible. C'est qu'on ne pas très efficace. Mais bon, on a réussi à les marquer en fin de match et c'est plutôt une super nouvelle. Et cette nouvelle, ça fait vraiment du bien. Mais je pense que l'envie et les choix de Fonseca aussi font qu'il met des gens enfin, il fait des choix forts, je trouve, et qui ne paient pas toujours, mais c'est quand même, il a quand même fait des choix forts sur ce dernier match. Je trouve ça plutôt bien d'avoir essayé de secouer un peu les joueurs en changeant un peu la façon de jouer, enfin les choix de début de match, quoi, déjà. Les choix forts, est-ce que tu parles de Cabella sur le banc avec Fonte et Zegrova titulaire? Je sais pas si Par c'est ça. exemple, par exemple, par exemple, c'est un choix fort déjà le départ. Oui, Ça, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et à Rennes, tu pouvais la payer, franchement, hein. Sur Fonte, je sais pas, mais bon. On t'entend très mal, Lorenzo. Je ne sais pas si ton micro est peut-être J'ai le relevé. micro loin. Voilà. Non, je dirais le choix de ne pas mettre Fonte titulaire contre Rennes. J'avoue que Yoro, mais bon, on en parlera. Je ne sais pas s'il a été aidé parce que franchement, c'était difficile de jouer contre Rennes. On l'a vu en difficulté, justement. J'ai pas eu l'impression que c'était un choix vraiment incroyable. Mais bon, on en parlera des top flop de Rennes. Vincent, je te vois d'autres lignées de la tête, hein. Tu veux rajouter quelque chose? Bah, c'est génial d'avoir cette passation de témoins comme on a par exemple eu avec Chevalier dans les buts. Là, on a un fond on voit qu'il manque de vitesse depuis le début de saison et notamment contre Rennes, tu as besoin d'avoir de la vitesse.
Thiago Diallo, il peut pas tout faire tout seul, surtout si ça va très vite derrière. Et c'est génial. De toute façon, Fonseca, il a plus ou moins expliqué ce midi que Yoro avait gagné une place dans la hiérarchie et que José Fonte, lui, en perdait une. Donc, c'est bien d'avoir cette passation de témoin aussi, on a la solution fond derrière et Yoro, il est censé de toute façon prendre de plus en plus de place dans l'équipe. C'est l'objectif de Fonseca, c'est pouvoir regarder l'avenir, préparer la fin de saison, même l'année dernière. Donc, le faire à Rennes, pourquoi pas. Et preuve en est, à part 10 secondes, Yoro, c'est lui qui te fait un super tacle dans sa surface à la fin du match. Il assume Là, oui. complètement Là, oui. ce statut. Donc, non, choix gagnant. Pour le coup, je suis pas franchement d'accord avec toi, désolé. C'est Non, en non, non. plus, mais c'est en plus ce que tout le monde demandait depuis le début de saison. De toute façon, à chaque fois que l'équipe était prise de vitesse, on faisait des résultats un peu décevants avec des problèmes de défense. Tout le monde réclamait, est-ce qu'il y a un jeune qui prenne la place de Fonte? Tout le monde disait, bah, Fonte, il n'y arrive plus, il est plus rapide. Dès que ça va vite, il n'y arrive pas. Il va C'était, encore rendre service jusqu'à la fin de saison, hein, bien qu'on soit bien sûr, d'accord, il bien n'est pas sûr, fini. Hein. bien sûr. Mhm. Et puis, il sera certainement actif aussi dans les préparations de match en tant que capitaine, un peu le Benoît Costil de Lenny Euro, quoi. Si on peut reprendre cette image. Ah, Pure provocation gratuite. Je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Alors, je vous propose de revenir maintenant sur le match de Clermont avec les tops et les flops. Alors, avant, vous réclamez à corps perdu les statistiques du match. Je vais vous les donner rapidement. Donc, le score, je vous le rappelle, 0-0, 22 tirs pour Lille, 13 pour Clermont. Donc, c'est pas une simple attaque-défense. Il y a beaucoup de tirs pour Clermont. Ce qui est plus marquant comme statistique, c'est le nombre de tirs cadrés. Vous avez 5 tirs cadrés de chaque côté. Ça veut dire qu'il faut 22 tirs à Lille pour encadrer 5. 2 poteaux, clairement, hein, faut l'ajouter. Hein. Et il en Ouais, faut bah, que 13 pour 5. Alors, bien sûr, il y a la possession lilloise 67 contre 33. Le nombre de passes est lillois 611 contre 314. Et on a 8 corners à 3 pour le LOSC. Mais c'est un match qui est tout à fait significatif de l'inefficacité offensive qu'on subit depuis déjà quelques matchs et qui nous a coûté beaucoup de points, que ce soit à Nice ou, ou contre Clermont sur les dernières journées. Alors, Gildas, je vais commencer par toi. Tu avais des choses à dire sur ce match. Donc, pour tes top et flops, comment tu veux enrober tout ça? Pour Clermont, bah écoute, c'était un match assez terne, hein, qui était vraiment, qui pour moi, il y avait vraiment une grande pauvreté dans le jeu, dans la créativité. Donc, il manquait des joueurs importants quand même, hein, Ounas, David et André Gomez, donc forcément ça pèse. Mais il y avait beaucoup de déchets techniques, ça manquait de vitesse dans les transmissions, ça manquait de verticalité, on a été brouillon dans le jeu. On avait l'impression d'un collectif un peu emprunté, alors peut-être par rapport à Brest, on a essayé plus de choses qu'on a ratées au niveau des combinaisons et on s'est trompé techniquement bien souvent. En ça, c'est peut-être moins une purge que Brest. Je peux rejoindre Christophe là-dessus. On a au moins le mérite d'essayer, mais on a manqué de justesse technique. Et surtout, bah voilà, je crois qu'on a eu Cabella sur une aile sur ce match-là. Et moi, un joueur comme ça, il doit avoir le jeu face à lui. Je trouve que sur l'aile, il est moins efficace. André Gomez, plus il est on va dire, haut sur le terrain, moi, je le trouve bon. Moi, je trouve qu'il est meilleur quand il a plus de recul et qu'il peut distribuer le jeu. Après, il y a aussi un problème, c'est qu'on fait très rarement la différence sur les coups de pied arrêtés. Ça, je crois que ça fait des années que ça dure et malheureusement, on ne peut pas débloquer un match sur un corner, sur un coup franc. On en a eu pourtant, hein. En deuxième mi-temps, on en a eu beaucoup. Après, Clermont a extrêmement bien défendu. Je trouve que leur remontée de balle était propre et ils ont eu des occasions. Ils ont vraiment bien défendu, j'ai trouvé. Ils ont eu des grosses occasions et sans Chevalier et le poteau, on aurait même pu perdre le match. Donc, purge non, mais on était pas. Moi, je trouve qu'on était. J'avais l'impression d'être en LOSC Gourvenec, là, hein. Franchement, j'ai pas vu grand-chose sur ce match-là. Après, je crois que Diakité, des joueurs comme ça, offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Voilà. Ça, c'est un problème. Et puis là, Ismaili, malheureusement, s'est blessé, donc ça va être un gros problème aussi. Et en fin de match, j'ai pas compris quand même le choix de Fonseca de sortir Bayo alors qu'on envoyait des ballons dans la boîte. Lui, avec son physique, il pouvait dévier un ballon, bouger la défense et il nous met Virginius qui est qui est un joueur un peu plus fin. Donc voilà, moi, le match contre. C'est l'inefficacité, mais finalement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions.
C'est ça le problème. On a eu des grosses occasions, moi, à part en fin de match. C'est là de Virginius, je pense. Oui, celle de. Voilà, c'est lui l'unique, je Exact. pense. Ouais, Non, Lorenzo, tout à il y a fait. aussi Zegrova qui est en position de tir et qui met une balle en touche. Ouais. Et Ah franchement, ouais, ah ouais, Et spécial. Zegrova, là, sur ce match, sur son entrée, elle m'a exaspéré. Bon, il nous a fait taire contre Rennes, et tant mieux. Par contre, il a essayé de créer quelque chose, hein, parce que les autres, franchement, ils étaient morts. Ouais, tout à fait. Et là, je là, me c'est- suis dit, ben, en fait, on a un coach qui essaie de faire un super système de jeu et tout ça, mais est-ce qu'on a je me suis posé la question, franchement, est-ce qu'on a les outils pour? Est-ce qu'on n'a pas de joueurs trop moyens techniquement devant pour concrétiser et faire ce que demande Fonseca, finalement? Et ben, finalement, on peut voir qu'on a vu le match contre Rennes que parfois ça peut passer, mais ça passe qu'une fois de temps en temps, quoi. Donc voilà. Un point, on aurait pu en avoir zéro sans Chevalier, donc bon, c'est mieux que rien, quoi. Mais bon, c'était quand même décevant dans l'ensemble. Bon, Vincent, tu vois que je ne suis pas si bavard que ça, hein, donc beaucoup de commentaires, beaucoup de choses à dire. Alors justement, Vincent, quels sont tes tops et tes flops sur le match de Clermont? Le top, je vais mettre Chevalier, évidemment, parce que sans lui, tu repars sans points. Et ça aurait été vraiment terrible parce que justement, c'était un peu ce qu'avait souligné Christophe tout à l'heure. Pour lui, c'est pas une purge parce que si tu marques le 1-0, on dit bon, allez, finalement, le match n'est pas si mauvais. Bah oui, mais si tu prends le but de Clermont, ils ont deux, trois grosses occasions. Bah là, c'est pas le même résultat, c'est pas le même ressenti, c'est un ressenti qui est encore plus douloureux. Donc top évidemment Chevalier. Flop pour moi ça risque d'être un peu grinçant, c'est Baleba. Pour moi, il a fait ces dernières semaines, enfin il a fait des premiers matchs qui étaient vraiment incroyables. On se demandait d'où venait ce jeune, qui était-il? Mon Dieu, on va le vendre 80 millions à la fin de l'année. Et ça fait 2-3 matchs qu'il a enchaîné en tant que titulaire au poste de milieu et où il a perdu des ballons au milieu de terrain qui à chaque fois étaient cause d'actions dangereuses pour les adversaires. Et même je le vois de moins en moins, pas précieux, mais de moins en moins présent dans l'entrejeu. Il a toujours son impact, il va toujours sur deux, trois actions, effectivement, créer du danger, aller très vite, avoir une super projection, mais dans sa gestion du ballon, être parfois au-delà du bord du précipice. Donc pour moi, c'est lui qui était le flop de cette rencontre. Et j'ai pas dit l'équipe. C'est merveilleux. Tu Ah oui, assumes c'est tes facile, hein. Non, moi, j'arrive pas. Autant j'arrive sur les tops, j'arrive encore de temps en temps. J'ai toujours du mal à individualiser mon flop. Patrice qui nous dit sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions. Je vais devoir embaucher la semaine prochaine, si ça continue à ce rythme-là, quelqu'un qui nous retranscrit les réactions des internautes. Donc, Patrice, avec notre jeu, on est meilleur avec les équipes qui ne nous bloquent pas les relais et ferment les espaces. Il faut regarder les matchs de Clermont contre les autres. Ils en ont embêté beaucoup avant nous. On a aussi comme commentaire Jean-Marc qui était en PLS après 20 minutes du match de Rennes et aux Anges à la fin du match. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. André Gomez a changé la physionomie du match contre Clermont. C'est Jean-Michel qui nous rappelle que André Gomez est arrivé et rentré à 20 ou 30 minutes de la fin. Et c'est vrai que même si ça n'a pas été décisif, on a vu que les ballons s'accéléraient avec déjà sur cette fin de match et que ça apportait plus d'opportunités et les occasions de fin de match sont peut-être aussi liées à cette entrée. André Gomez, le métronome pour Jean-Marc. Alors, on a José et François qui ont un débat, qui s'étonnent qu'on boive au bistrot du Coca et du Schweppes. Ça, mais bon, on voulait pas vous effrayer, mais c'est un peu comme ça. On a beaucoup parlé de la blessure d'Ismaili, on va en parler, c'est le match suivant. Ensuite, la gestion de Fonte, on en a parlé, titulaire contre Clermont, remplaçant contre Rennes et vraisemblablement remplaçant au prochain match contre Lyon. André Gomez change tout, Patrice. On a le flop de la semaine pour Jonathan, c'est Monsieur Létang qui a décidé de ne pas renforcer l'équipe et avec les résultats de Pas blessures qu'on connaît, Pas faux. là aussi on aura l'occasion. Ce sera peut-être un de vos flops par la suite. Et Euro titulaire contre Lyon, c'est bien pour la confiance du petit. Fonseca peut se permettre de mettre Fonte sur la touche car il sait que Fonte est un mec bien.
Donc Chevalier sera gardien contre, il n'y aura pas de turnover en coupe. Phébus qui nous dit 7 pénaltys non sifflés, ça fera rire les habitués de la tribune du bistrot d'aller le LOSC. Et ensuite, je vais arrêter là parce qu'il y en a vraiment beaucoup de trop. Et je risque de passer au-delà des commentaires des tops et des flops de Christophe D. Christophe D, tes tops et flops. Bah, top Chevalier, évidemment. Moi, je mets le top à Wea aussi parce que j'ai eu de la peine pour lui. Il a fait des appels de 50 mètres, de sprint de 50 mètres, même de 60 mètres des fois, sans jamais être servi en première mi-temps. Pour moi, je trouve qu'on se complique beaucoup la vie et quand on a la chance d'avoir des joueurs qui vont très très vite comme ça devant, une équipe regroupée, c'est quand même une arme qu'on n'a pas utilisée malheureusement. Voilà. Au niveau des flops, moi j'en mettrais un à Clermont, un mec qui m'a excessivement énervé, Gaufrier, là, l'arrière central, Doudou. C'est-à-dire que dès qu'on passe à moins d'un mètre de lui, il tombe et il se tient la tête. Alors, c'est quand même assez pénible de voir des joueurs comme ça. On dirait le Lacazette de l'arrière central. C'est vraiment incroyable. Ces mecs comme ça, c'est la plaie du football. Enfin, j'insulte pas, mais j'ai pensé quand même fortement. Non, mais franchement, ce mec-là, il est insupportable. Et j'ai vu 10 minutes du match contre Monaco. Et ben, j'ai réussi en 10 minutes à le voir 2 fois par terre en train de se tenir la tête. Donc, c'est quand même, je dis, mec, il est incroyable. Il faut qu'il arrête de faire arrière central. Il faut qu'il fasse un truc moins exposé, quoi. Ailier gauche, un truc comme ça. Enfin, bon, pas le physique, mais non, voilà. Lui, il m'a vraiment énervé. Mais après, dans le jeu, si, j'ai quand même un flop, c'est la rentrée de Bamba, qui a quand même été très, très transparent sur sa rentrée. Mais bon, après, faut bien qu'il rentre un jour, quoi. Qu'il se remette en route. Alors, Jean-Michel s'étonne de ton commentaire sur Gaufrier, parce que pour lui, c'est une bonne pâte. Donc, ouais, je sais pas. Plus une crêpe qu'une gaufre, d'ailleurs. Voilà, on aurait pu le retourner comme une crêpe. On les a toutes faites. On va pouvoir passer à Lorenzo, tes tops et tes flops, Lorenzo. Alors, bon, Chevalier, ben oui, normalement. Mais les 2 nouveaux flops que je mettrais, comme j'ai dit, l'entrée de Zegova, ça a été pas mal. Je trouve qu'il a essayé, c'est bon. On lui reproche beaucoup de choses. Il fait beaucoup d'erreurs au niveau de la conclusion de ses actions. On est d'accord. Et après, je dirais Benjamin André, parce qu'au milieu, dès qu'il y a lui, on sent quand même, on est quand même plus sûr. Et en fait, je me lie à ce que Vincent disait. Avec un match de Baléba, je dirais, moyenne, le fait d'avoir André qui a fait son match classique, je dirais, parce qu'on est habitué à ça, il nous a quand même aidé à tenir au milieu. Et dans les flops, je mettrais aussi un défenseur axial, mais qui peut jouer à droite. C'était peut-être le poste qu'on cherchait, qui s'appelle Ali Douceidou. La démonstration qu'on ne faut pas être 2 mètres, être costaud et faire que de la salle de sport pour être défenseur, mais qu'il faut la tête, il faut savoir se placer, il faut savoir couvrir le ballon, il faut savoir répartir, il faut aussi avoir de la qualité. Donc, il a fait vraiment un gros match contre nous, je trouve. Et peut-être on a pris le défenseur, on a raté le défenseur à Clermont cet été. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et dans les flops, franchement, difficile de trouver qu'un seul joueur. Et je mettrais un peu cette attitude-là. Là, je commence vraiment à venir un peu à être d'accord avec le discours de Christophe. Le fait que sur le 0-0, je n'ai pas vraiment senti cette envie on essaie quand même de le gagner, il faut tout donner, etc. Là, j'ai vu un peu comme, voilà, on essaye, on fait notre jeu, on joue bien au foot, mais sans cette femme-là d'essayer de tuer le match. Donc, je mettrai l'équipe. Moi, je mettrai l'équipe, voilà, dans les flops. L'attitude. Et oui, tu vois, Vincent, je crois que c'est peut-être le bistrot qui est contagieux, tout à fait. Christophe, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection pour ce match de Clermont? Oui, je vais aller vite parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Forcément Chevalier. Et je vais citer un autre joueur qui n'a pas encore été cité. Pas en flop, pas en top. Parce qu'en fait, pour moi, il représente l'image de ce match. C'est Momo Bayo. Parce qu'il a montré plein de choses, il a essayé plein de choses, mais c'était tellement fouillu, un peu, voilà. Il a raté plein de trucs, mais il a jamais lâché, il s'est battu. À l'image de l'équipe, ils ont quand même essayé des choses. Voilà, j'étais un peu avec Christophe là-dessus, mais c'était trop brouillon, voilà, brouillon. Et son match a été brouillon, mais il n'a pas lâché le truc. Et j'ai bien aimé l'attitude qu'il a eue. Donc voilà, je l'aurais peut-être sorti un peu plus tôt
contrairement à ce que disait Gida tout à l'heure, je l'aurais sorti, j'aurais fait rentrer son remplaçant un peu plus tôt. Donc voilà. Et puis en flop, j'en ai pas vraiment. Non, le reste après, voilà, tout a été dit. Alors, il est temps de passer au deuxième match de cette semaine, après un résultat décevant à domicile contre Clermont, une victoire à Rennes, qui était cinquième du classement avant le match, si je ne dis pas de bêtises. Alors, vous les attendez, les stats du match. Donc, on a 10 tirs pour Rennes, 15 pour le LOSC, et 6 tirs cadrés à Rennes, 6 également pour le LOSC. Donc, deux fois, en fait, une stat un peu intéressante où on a le même nombre de tirs cadrés que l'adversaire. C'est-à-dire qu'en gros, Rennes a cadré 60% de ses tirs, alors que Lille a cadré 40% des tirs sur 6 tirs cadrés, 3 buts. Donc, ils ont marqué 50% de leurs tirs cadrés. En possession, Lille est toujours champion de la possession donc, depuis l'arrivée de Fonseca, donc 62% contre 38. On a en nombre de passes, 584 passes pour Lille, 357 pour Rennes, 16 fautes à 9 au profit de Rennes, 2 corners à 1 pour Rennes et un hors-jeu à 4. Donc le LOSC remporte le match des hors-jeux. Christophe, tu avais terminé, Christophe, c'est les top et flop pour Clermont. Je vais te laisser la parole pour Rennes en primeur, comme ça tu pourras être beaucoup plus détaillé. J'ai commencé le match comme un peu tout le monde en étant surpris par le coup d'envoi et ce premier but qui arrive très très vite. Ensuite, forcément, les premières 20-25 minutes, ça a été compliqué. Et puis, merci Chevalier. Que dire d'autre? Merci Chevalier, parce que si on existe sur ce match, c'est grâce à lui. Donc, je pense qu'on a quand même tiré le gros lot avec ce jeune homme. On a la chance de l'avoir avec nous, comme on a eu Mike Maignan avant. Et j'espère qu'il restera longtemps auprès de nous, donc qu'il grandisse avec nous. Et donc voilà, et je pense que sur ce match-là, si on ne l'a pas, ça peut vite finir en cacahuète, et je pense qu'on n'aurait pas tout à fait les mêmes discours et les mêmes analyses ce soir. Donc après, si on parle tout de suite sur les joueurs, moi j'étais quand même impressionné par la ligne avant et surtout par un joueur qui m'a étonné et qui a doublé un petit peu ses statistiques parce que c'est un joueur dont on se moque assez facilement, nous, dans la tribune, parce qu'il fait toujours la même chose. Il en était à un but, une passe décisive. Et il a doublé son score puisqu'il en a fait autant sur un seul match. Et il a montré beaucoup d'envie et ça, on ne peut pas lui retirer. Depuis quelques matchs, il est vraiment différent. Il tente des choses différentes. Et voilà, il a appris que le centre était aussi faisable du pied droit. Et ça, c'est quand même une évolution dans son jeu et c'est quand même plutôt bien. Surtout qu'on a un Mobayo qui arrive maintenant à avoir un petit peu de temps de jeu. Et je pense que les deux ensemble vont pouvoir développer des choses plutôt sympas. Il ne manque plus qu'à avoir un gaucher à gauche et on aura retrouvé une vraie équipe de foot à l'ancienne, quoi. Et ça me fait plaisir. Surtout qu'on a un André Gomez, quand il est à ce niveau de jeu, avec un état physique en adéquation avec un joueur de foot, ça fait plaisir de le voir et c'est tellement plaisant à voir jouer que j'ai déjà dit beaucoup de choses, donc voilà. Pas de flop? Un flop? Si, alors, juste avec un petit astérix, j'ai pas aimé vraiment le match d'Angel Gomez en dehors de cette petite déviation magnifique. C'est un régal, cette déviation sur le but de Zegrova. Après, je l'ai trouvé un petit peu en dedans sur le reste de son match. Donc, mais c'est vraiment pas, voilà, j'avais vraiment pas envie de le citer, mais et puis en même temps, le citer, c'est aussi rappeler cette merveille de déviation sur le but de Zegrova. Alors, on a Jean-Michel qui nous dit c'est parti pour Zegrova, le mal-aimé ou l'ex-mal-aimé du bistrot. Jean-Michel, ce soir, c'est le jubilé Parce qu'il n'y a pas de Don Baptiste, il faut Zegrova. l'avouer. C'est Il vrai, n'y a c'est pas pas Big faux. Data, monsieur Big Data. Sinon, Vincent, tu peux nous faire part de ta sélection des tops et des flops. Est-ce qu'il y a Don Zegrova dedans? Non, non, désolé, je participe pas à la légende d'aller le LOSC là-dessus, du bistrot aller le LOSC là-dessus. Non, non, en top, je remettais Chevalier, je suis pas très original, mais encore une fois, en première mi-temps, tu peux rentrer au vestiaire avec 2-3 buts et il n'y a rien à dire. c'est vrai, c'est vraiment incroyable. Donc, non, non, vraiment, tu disais, c'est le gros lot,
Il est impressionnant de maturité, il est là, il fait des parades, il sauve, enfin, il saute sur des ballons, là où je pense encore à cette double occasion contre Clermont. Enfin, il est impressionnant. On a presque tendance à oublier qu'il a commencé cette saison au Vélodrome. Donc vraiment, il est incroyable ce joueur et ben, il va falloir être très sérieux quand certains clubs anglais vont proposer des 50-60 millions déjà peut-être dès cet été pour le récupérer. Il va falloir peut-être serrer les dents très fort et espérer que Létang et compagnie le gardent plusieurs saisons. Et puis en flop, pour moi, j'avais plutôt Jonathan Bamba. Qui a été assez timide sur son côté gauche. On sait qu'il revient de blessure, effectivement. Mais il tergiverse encore trop avec son ballon. J'ai l'impression qu'effectivement, il avance très loin, il fait demi-tour, il ralentit le jeu là où Fonseca demande énormément de vitesse, que le ballon vise beaucoup. Et c'est vrai que quand Bamba l'a dans les pieds, on a vraiment l'impression que c'est plus un temps d'arrêt qu'autre chose. Donc, c'est un flop, mais à pas oublier qu'il revient de blessure. Donc, voilà pour. Tu vois, 2 joueurs, c'est facile en fait, François. Vraiment, je comprends pas. Écoute, la prochaine fois que je viendrai dans le Cup Nord, je te promets, je donnerai des joueurs, des noms de joueurs uniquement. C'est un engagement que je prends devant les auditeurs du Bistrot d'Alelosque. Et je pense que c'est bientôt que je viens. Oui, on a déjà fixé les dates, mais on garde les surprises quand même. Absolument. Donc, regardez bien, notamment la semaine prochaine, donc Cup Nord, vous aurez de bonnes surprises. Alors, le débat Zegrova est lancé sur les réseaux sociaux. On a Jean-Michel qui est le fan numéro 1 des Don Zegrova, qui nous dit 1 but et 2 passes décisives. Chevalier, ok, mais Zegrova, merde, c'est l'homme du match. Et il insiste en disant Chevalier, il marque pas de but. Hein. Donc, effectivement, pour l'instant, il ne marque pas de but, mais on ne sait jamais. Donc, on a quelques commentaires sur Zegrova. Et Don, il va s'améliorer en jouant plus souvent, une alternative à Ounas. Zegrova, alors c'était José. Trifred, Zegrova est meilleur quand il joue simplement et en équipe. Et Jean-Marc qui nous dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a enfin compris que les joueurs en rouge à côté de lui faisaient partie de la même équipe. Donc, faut ajouter que s'il arrive à marquer ces buts-là où il amène le ballon avec le talon et il arrive tout seul contre Mandanda, je me suis dit, mais il va faire un but incroyable. Après, sur le dernier geste, bon, on le connaît, il a peut-être trop essayé, mais bon, voilà, c'est ça. Oui, il fait ce qu'il a à faire, hein, il doit tenter le lob. Oh non, c'est fantastique. le geste. Fantastique. Il y a la passe à côté quand même, hein, plutôt que le lob. Enfin, bon. Ah, mais comment il arrive à amener le ballon comme ça et à dépasser le défenseur avec le talon, franchement, c'est quelque chose. Hein. Faut avouer que c'était beau à voir. Lorenzo, tu gardes la main, tu nous fais part de tes top et flop hein. Oui, alors, dans les tops, mais bon, sûr et certain, mais c'est André Gomes. Franchement, moi, je vous avoue, je l'ai toujours critiqué, même au Barça, même à Valence. Je me disais, oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu un joueur surcoté. Je ne vois pas vraiment trop le talent. Mais voilà, je lui demande pardon. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais qu'il arrive un peu physiquement, il est plus le joueur d'avant. Mais on a vraiment vu c'est quoi avoir passé des années à faire des entraînements parce qu'il jouait pas trop, mais il s'entraînait avec les Messi, avec les Busquets, avec les Jordi Alba, avec tout ça. Il y a quand même de l'expérience et de la qualité qu'on a vu par rapport aux autres joueurs, franchement, parce qu'il a vraiment, c'est pour ça même que peut-être Angel Gomez, il est un peu disparu, on dirait, pendant la deuxième mi-temps, c'est que vraiment, il a tout géré, André Gomez. Il a géré le temps du match, je pense qu'il n'a même pas raté un passe en deuxième mi-temps, je ne veux pas me tromper, mais vraiment, c'était presque parfait. Le talent, franchement, rien à dire. Et carrément, je mettrais encore Zegrova parce que si concrètement on avait vu quelque chose, je pense que lui il continue à monter et là il a fait même un but où il est arrivé face au gardien tranquille et il a marqué, il n'a pas hésité, il n'a pas attendu, il est arrivé, il a frappé et donc voilà, comme flop, euh, la défense les premières 20 minutes, moi je continue sur la ligne Euro. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Fonte, il est lent sur beaucoup de ballons longs, il n'arrive plus à avoir la même vitesse.
Et c'est bien de donner de la confiance parce que Yoro il nous a montré qu'il peut jouer soit en défense, soit comme milieu. Il a bien joué. Même contre Nice, on l'avait commenté en fait qu'il avait bien tenu au milieu. Et comme défenseur central, on ne le découvre pas aujourd'hui. Mais je ne sais pas, moi, peut-être avec la mentalité un peu à l'italienne, je dirais, je suis toujours de l'idée que dans des matchs difficiles, il faut mettre des gens qui ont l'expérience. Fonte, peut-être, il est un peu lent. Il n'a plus le physique d'il y a 2, 3 ans. Mais sur des petites choses, peut-être ça peut aider. C'est plus au niveau de la malice que pas au niveau du joueur, parce que sur Euro, j'ai rien à dire, je n'ai jamais critiqué parce qu'il a toujours sorti des bons matchs. On ne l'a pas aidé, c'était un match difficile, mais voilà. Je te trouve dur, Lorenzo. Comme top de Rennes, parce qu'on peut faire, et je continue dans cette ligne-là un peu sur le fait qu'on peut faire du mercato sans argent. Je ne me rappelle pas son nom, mais je vais le chercher. L'arrière droit de Rennes, qui est après de Tottenham, qui s'appelle Jed Spence. On pouvait quand même essayer de trouver un défenseur pour 6 mois, même si c'était après une équipe de Première Ligue. Parce que ce mec-là, c'était son premier match en Ligue 1. Je ne suis même pas sûr qu'il a joué en Première Ligue ou pas. S'il avait de l'expérience, oui, il a joué en FA Cup et un match de Première Ligue cette année. Et voilà. Ouais, mais tu remplaces du coup le prêt de Zedatka par un autre latéral offensif. Du coup, ça n'a pas grand intérêt là ce que voulait Dès Fonseca qu'il en n'y a début pas de de saison. joueurs, même si c'est un prêt pour 6 mois, parce que là, on est Ouais, vraiment mais tu peux pas dans un prendre le moment même où on ne profil va pas sachant que c'est pas jeter. ce que je cherche. Je voulais un Fonseca, vrai il cherche défenseur. un latéral défensif. En Mm. fait, tu comprends comment Fonseca explique son jeu. C'est que tu as sa ligne de 4 défenseurs, mais tu en as un qui se projette vers l'avant, et en l'occurrence, là, c'est Mais vu Ismaili, et qu'on a donc Diakité Diakité qui a reste. ces caractéristiques-là, moi, j'avoue que Ouais, mais on Spence, le il disait joue à avant, droite, on donc c'est cherche à la quelqu'un place de qui pousse, Diakité. en gros. Parce que, bah voilà. Mais bon, il n'y a personne, donc ce discours-là, malheureusement, on ne peut pas le faire. Alors, le débat est toujours intense sur Zegrova, Jean-Michel, qui est son fan numéro 1, nous fait remarquer, tout à l'heure, on disait qu'il avait enfin appris que les mecs en rouge faisaient partie de son équipe. Jean-Michel nous fait remarquer que c'était dimanche, enfin ce week-end, les mecs en Samedi. rouge, c'était des Rennais. Donc, Bon, alors, c'est attends, vrai. faut faire toujours attention à ce qu'on dit. Alors, Gildas, est-ce que tu as ta sélection des tops et des flops, hein? Oh, beaucoup de choses ont été dites. Bien sûr, Chevalier, au début du match, il fait un arrêt réflexe du bout du pied gauche, les amis. Exceptionnel. Franchement, un arrêt de handball, mais vraiment grand niveau. Je crois qu'il s'interpose 2 fois devant Gouiri, une fois devant Toko Ekambi. Il évite aussi, je crois, à un moment donné, un CSC. Donc, il nous reste dans le match. Après, je peux quand même féliciter l'équipe parce qu'elle ne s'est pas désunie. Elle prend un but très vite et malgré tout, alors, derrière, elle reprend un peu ses esprits après les arrêts de Chevalier. On a des occasions, ça rentre pas, on a toujours le problème d'efficacité, donc il peut y avoir la nervosité, de la frustration, et c'est vrai, ils n'ont pas lâché, et au contraire, même, je trouvais que l'équipe s'est libérée et a bien occupé le terrain, contrairement au match contre Clermont, le porteur du ballon avait vraiment beaucoup de possibilités de passe. Donc voilà. Après, André Gomes, évidemment, j'ai lu dans la presse qu'il a récupéré 13 ou 14 ballons Aussi, déjà. Donc déjà, il récupère les ballons. Ensuite, j'ai l'impression que ce mec, il a la capacité de scanner le terrain et de voir le jeu avant tout le monde et de mettre là où il faut, avec une propreté technique incroyable. Il fait une ouverture en demi-volée pour Zegrova, là, en première mi-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle est magnifique. Magnifique. Il est sur le décalage des 2 premiers buts. Il a vraiment une capacité à conserver le ballon et à déjouer les contre-pressing qui est assez impressionnant. Donc, c'est la plaque tournante, c'est le métronome. Et puis, il permet au ballon de mieux circuler. On a vu la différence, en effet, quand il est rentré à la place de Baleba, qui effectivement n'a pas fait un très bon match contre Clermont. Après, Zegrova. Alors, Zegrova, des fois, on a l'impression qu'il a 2 parpaings à la place des pieds. Des fois, il nous énerve parce qu'il dit il ne voit pas le jeu, ce mec-là, il met pas où il faut. Et là, bravo à lui. Même s'il a encore pas mal de déchets et ça reste quand même un dribbleur. C'est quand même un des joueurs qui va quand même essayer de dribbler. Il a cette explosivité. Il est très disponible. Et puis, il fait le centre pour Cabella. Et, il sait maintenant
je crois qu'il a centré, c'est lui qui a fait le centre du droit sur le deuxième but de Cabella. Donc, enfin, il progresse, c'est un joueur qui progresse. Donc, bravo. Moi, je ne le voyais pas progresser comme ça. Maintenant, il va falloir qu'il soit un peu plus régulier parce que moi, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, moi, l'entrée contre Clermont, je ne l'ai pas trop aimé. Mais bon, bravo à lui parce qu'il a vraiment fait. En plus, il loupe quand même un lob en première mi-temps où il joue moyennement le coup. Et là, on a tous pesté devant notre télé, je crois. Donc, bravo à lui. Bon, après, en flop, il y a pas vraiment de joueurs qui ont raté leur match. Je dirais oui, Angel Gomez, pour les raisons qu'a évoqué Christophe, par élimination. Mais voilà, et après, et sur le match contre Clermont, je voulais quand même, pour moi, le match, enfin, le meilleur joueur, pour moi, ça a été Benjamin André. Il a fait un nombre de récupérations de balles. C'est pas souvent bon signe quand on nomme un joueur défensif, mais ça a été le meilleur. Mais voilà, en tout cas, Zegrova, on va le suivre, on va voir. Est-ce que Fonseca va continuer à titulariser? Est-ce qu'il va rejoindre le banc? On va voir. Contre Strasbourg, ça va être intéressant. Ça va être vraiment une défense très basse. On va voir de quoi il est capable. À confirmer. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent jouer là, sauf Wea, peut-être, tu le mets. Et Okabela, ouais, il a même joué des moments Wea, comme ça, mais sinon. Wea, Wea peut jouer, Wea, oui, pied droit. Mais Wea contre les déjà défenses joué arrière regroupées, gauche. c'est un joueur qui a besoin d'élan, d'espace. C'est dur. Quand on l'a vu contre Clermont, bon, c'est dur, quoi. Il a un profil de jeu qui n'est pas forcément compatible avec les défenses regroupées. Contre Strasbourg, à mon avis, ça va être le cas. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis, servez-le, après on verra si c'est dur. Il n'est pas servi. Contre Nice, par exemple, c'était pas mal. Et je pense qu'il a joué dans cette position. Nous, quand on était au stade, je pense qu'il jouait, il jouait avant, mais il jouait à droite. Donc, Rico et François, si je ne me trompe pas. Ils ont alterné à certains moments du match, en fait. Ils changeaient de côté pour varier les plaisirs. Est-ce que tout le monde a dit ses tops et des flops? Moi, je n'ai pas dit, moi. Christophe, il me semblait bien. C'est pour ça que je ne posais pas la question innocemment. Non, après, bon, je vais répéter pour les tops. Forcément, la masterclass André Gomez, il ne faut pas la louper, celle-là. Le Chevalier c'est bien, qui continue comme ça, parce que là, il est très précieux. Et puis Zegrova, on a assez critiqué pour dire que quand il fait un bon match, il fait un bon match. Et quand il joue simple, c'est super. En effet, le centre du droit et tout ça, c'était super. Et en flop, j'en ai aussi un, moi, à Rennes, qui m'a excessivement énervé, le Gaufrier Rennais, le Lacazette Rennais, comme on veut. Il s'appelle Doué, c'est un petit jeune. Et pareil, il fausse le jeu à chaque fois. Il plongeait pas faute. Enfin, même au moment de l'arbitre, il n'a même pas regardé quand il plongeait, tellement c'était grossier. Non, mais franchement, c'est énervant, ce genre de joueur. Et j'ai mis un gros top quand même à Wea, qui est quand même remplacé Ismaili, qui s'en est quand même bien sorti, parce que bon, il connaît le poste, hein, mais bon, quand tu fais que 10 buts de match, c'est pas facile, mais en cours de match, tu te dis, vas-y, tu vas jouer arrière gauche. Bon, il a failli prendre un carton rouge quand même. Il faut quand même qu'il se calme sur les tacles, parce qu'il était un peu virulent son tacle, mais bon, sinon, bon, c'est quand même précieux d'avoir un joueur qui puisse jouer à plusieurs postes comme ça à un bon niveau, quoi. Alors, la tendance sur les réseaux sociaux, c'est surtout effectivement en top André Gomez. Alors, on a Fabien qui le compare à ZZ. Alors, je ne sais pas si c'est Zinedine Zidane ou Zedon Zegrova. Je ne sais pas, peut-être qu'il peut nous le préciser. Et on a aussi Virgile qui nous dit qu'André Gomez a une couverture de balle impressionnante. Donc, la tendance est la même. Top aussi aux supporters lillois qui étaient présents. Ils étaient 200, 250. Alors, à la télévision, on les entendait beaucoup. Le résultat a aidé, mais c'est vrai que j'ai vu 400 J'ai vu 400, moi. entre 250 et 400, moi, je suis pas difficile. Donc, il y en avait plus à Rennes qu'à Nice, les gars. Oui, apparemment, parce qu'à Nice, on était 250. C'est plus près. Et une petite pensée pour la section ASL, je crois qu'ils ont perdu un élément. Il y en a un qui est resté là-bas, donc une pensée pour lui. Il n'a pas été en état de rentrer, visiblement. Mais ils l'ont laissé à l'hôtel, donc il n'y a rien de grave, à l'hôtel de police. Alors, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous propose de passer à
deuxième partie de l'émission, ou la troisième si on reprend le sommaire initial. Donc un retour sur le prochain match du LOSC, match de Coupe de France qui aura lieu demain soir, donc à Lyon, Lyon-Lille, de la Coupe aux Lèvres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez que cette semaine, on vous offre une place pour assister au match de Strasbourg avec les piliers du bistrot. Et vous connaissez le principe. Pour cela, il faut répondre le plus rapidement possible à une question très difficile que nous allons vous poser ce soir. Alors, c'est une question de rapidité, mais aussi de culture générale, de culture sportive. Donc, la question, vous l'attendez tous, la voilà. Suspense. Quelle est la spécialité strasbourgeoise où on trouve des saucisses qu'on peut déguster très régulièrement chez vous, au restaurant ou ailleurs? Donc, le premier qui me donne cette spécialité Mais moi, strasbourgeoise je la avec des connais, même saucisses, si j'ai jamais voyagé à Strasbourg. sur la page Facebook du Bistrot à l'Élos, remporte une place donc en tribune nord avec le bistrot d'Allée-le-Losc. Bien sûr, si vous êtes sélectionné, si vous faites partie des premiers et que vous avez déjà votre place, laissez la place au second, au troisième ou au quatrième, n'hésitez pas. Et je vois qu'il y a déjà énormément de bonnes réponses. C'est très surprenant parce que j'avais choisi la difficulté cette semaine et je ne m'attendais pas à des réponses aussi rapides que ça. Donc, on a déjà... moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens répondent à ce genre de questions. C'est ça qui m'étonne qui m'étonne le plus. On a le premier, c'est José qui nous a dit que c'était une choucroute. Donc, effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, José, si tu es disponible, tu gagnes la place pour le match. On a ensuite Patrice qui est coiffé sur le fil. On a Trifred qui arrive en troisième position. Jean-Marc en quatrième. Virgile, puis Patrice qui nous dit une paella, puis ça part en sucette. On a Julien qui nous dit, propose un cassoulet, Kimson un cervelas, Jean-Marc un cassoulet également. Donc on a plein de réponses, lâchez-vous. Et par contre, je vous propose de revenir dans l'actualité du foot et on va aborder ce match de Lyon, ce match de Coupe de France. Comment vous voyez ce match? Alors, Vincent, tu l'as peut-être déjà évoqué dans Cop Nord. Pour le LOSC et pour Lyon, d'ailleurs, la Coupe de France devient un objectif assez important. Comment tu vois ce match, ce choc au sommet, finalement, des huitièmes de finale? Alors le match, évidemment, j'en sais pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que le tirage au sort d'aller à Lyon, c'était vraiment peut-être le pire tirage qu'on puisse avoir. Parce que Lyon, la Coupe de France, ça va être leur seul objectif. On voit qu'ils sont un peu largués en Ligue 1. Donc forcément, ils vont avoir envie de jouer à fond cette compétition. Et c'est vraiment, c'était pas le moment pour les jouer. Maintenant, Lille, le Fonseca l'a encore annoncé dans les confs, hein, il va tout jouer à fond. Comment il va jouer maintenant? Ça, c'est la vraie question. Manifestement, je pense que Wea devrait prendre la place d'Ismaili. C'est la seule grosse incertitude. Est-ce qu'il va jouer avec Bayo David devant? Peut-être. Ça pourrait changer un peu. On a Cabella qui est revenu en forme. Le LOSC qui va pouvoir compter évidemment sur un très grand André Gomes. Donc, je pense pas qu'il y aura beaucoup de changements dans la compo de base de Paulo Fonseca. Maintenant, le match, il va falloir être à fond dès le début, éviter la cagade que tu prends à Rennes, la saucisse de Yoro qui fait que malheureusement tu t'es mené et tu vas devoir courir derrière le score. Il va falloir que Lille soit très fort, soit concentré dès le début. Et s'ils jouent de toute façon comme ils ont joué là, la deuxième mi-temps à Rennes, c'est-à-dire un pressing très haut, c'est-à-dire récupérer les ballons comme ils ont récupéré sur les 30 dernières minutes, c'est injouable. Enfin, il y a Marseille qui fait ça, peut-être un peu mieux que Lille, mais ça après ça porte à débat, mais c'est injouable. Enfin, il y a le Lyon qu'on a vu là encore ce week-end contre Troyes, c'est pas très serein, c'est facilement prenable. Maintenant, c'est des Lyonnais qui seront à 110, 120, 130%. Donc, j'espère voir un grand match en tout cas, et j'espère aussi voir une victoire du LOSC, évidemment. Christophe C, tu te grattes l'oreille, tu es dubitatif ou tu partages cet avis? C'est un tirage finalement compliqué, c'était le plus compliqué, c'est un match qui va être difficile, ou quand on regarde les derniers résultats de Lyon, on peut avoir de l'espoir?
compliqué, je crois, comme le disait Vincent, parce que c'est une équipe qui a besoin de se rassurer et qui s'est rassurée ces derniers temps. J'ai vu un de leurs derniers matchs, c'était Ajaccio, où ils sont baladés pendant une demi-heure en première mi-temps, ils claquent un but. Ils sont baladés une demi-heure en deuxième mi-temps, ils claquent un but derrière. Et ça, j'ai peur. J'ai toujours peur de cet attaquant Lacazette qui nous fait souvent du mal. Et ils ont retrouvé une vraie colonne vertébrale avec notamment ce week-end un très bon match de Tolisso qui est revenu à un bon niveau. Quand il se blesse pas, ce garçon, il est vraiment bien. Ils ont récupéré Lovren en défense centrale qui a fait une belle prestation aussi son dernier match, même s'ils ne gagnent pas. Ils font une prestation un peu moyennasse, mais voilà, ils ont retrouvé de la solidité. Et puis, il y a mon ami derrière dans les buts qui est capable de nous défoncer n'importe quel joueur, n'importe quel attaquant, le déjanté Lopez. Enfin voilà, alors quand il déchire pas un joueur, il assure quand même pas mal d'arrêts, ce garçon. Donc ouais, j'ai peur de ce match. J'ai peur qu'on y aille aussi en confiance, comme souvent quand on va là-bas, on dit que c'est notre jardin, que c'est Luchin 2. Mais non, ce sera pas Luchin 2. Il faut vraiment y aller avec la même mentalité qu'on a vu à Rennes ce week-end en deuxième mi-temps et refaire confiance au groupe avec effectivement très peu de changements parce qu'il y en aura pas à faire. Il faut la jouer à fond. Et malheureusement, je sais pas si vous avez eu les quelques commentaires de Laurent Blanc qui disait que c'était le plus court chemin à l'Europe. Et il a raison. On en avait déjà parlé entre nous également. C'est effectivement le plus court chemin et pour y aller, il faut y aller à fond, quoi. Alors, est-ce que, Gillias, est-ce que tu es du même avis? Parce que si on regarde les derniers résultats de Lyon, on peut quand même être plutôt positif. Sur les 6 derniers matchs, et donc notamment les matchs depuis la trêve de la Coupe du Monde, ils ont fait 3 matchs à domicile, 2 défaites contre Clermont et contre Strasbourg, et un match nul contre Brest, donc pas vraiment des cadors. Et à l'extérieur, ça va un peu mieux, 2 victoires à nul, 2 victoires à Ajaccio et à Troyes, et un nul donc à Nantes. Et la Des Brest résultats. aussi. Pardon? Oui, Brest, c'est à domicile, 0-0, c'est ce que je disais. Deux défaites et un nul. Ils n'ont pas gagné là-bas 4-2 ou 4-1, je ne sais plus. Avant la trêve. Ah bon? Oui. Ouais, tout à fait, précédemment. Ah, c'est Donc, l'unique match que apparemment c'était celui-là un peu mieux joué par Lyon cette année, donc, un des meilleurs. donc c'est une équipe qui a rencontré finalement des équipes de bas de tableau ces dernières semaines, et les résultats, notamment à domicile, sont assez peu probants. Est-ce que ça te rend confiant pour le match de Coupe de France? On est supérieur, on est très supérieur collectivement dans le jeu, dans l'expression collective, on est bien très supérieur à Lyon. Après, comme dit Christophe, ils ont vraiment les joueurs pour nous faire mal. Ils ont des joueurs qui, même s'ils sont pas très bons cette saison, ils peuvent toujours sortir de leur boîte et nous punir. Donc moi, j'ai très peur de ce match-là aussi, parce que Lyon, il leur reste plus que ça. Ils sont à domicile, ils vont aussi, si tu regardes peut-être depuis qu'on a gagné la Coupe de France en 2011, on sort souvent dans ce type de match-là. C'est-à-dire que les matchs contre des équipes un peu les gros ou les semi-gros du championnat, à l'extérieur, souvent on les perd à chaque fois en coupe. Je n'ai pas souvenir d'une qualification à l'extérieur probante ces dernières années. Mais alors les derniers matchs, le dernier match contre Brest, ils jouent à domicile, ils ont plein d'occasions, ils ne les mettent pas au fond. Et ils font 0-0 et ils vont gagner à Ajaccio 2-0 en étant mauvais en fait. Donc c'est comme quoi, hein, on connaît ça nous avec le LOSC, la logique des résultats. Est-ce que je suis confiant? Pas, oui et non, mais voilà, on va dire il faut faire le même match qu'à Rennes, mais ce ne sera pas du tout le même match, ce sera vraiment un match de coupe. Lyon, si on se souvient, le match qu'on a fait là-bas, on doit le gagner, mais en deuxième mi-temps, on est en difficulté parce qu'ils ont mis de l'impact physique, ils commencent à faire des fautes, ils commencent on va dire, à mettre de l'impact et à nous bouger physiquement. Donc, on va espérer une qualification parce que si c'est le plus court chemin pour Lyon pour la Coupe d'Europe, c'est plus court pour nous aussi. Et derrière, c'est un discours qui est valable pour nous aussi. Donc derrière, ça peut ouvrir le tableau en espérant, bien sûr, de ne pas prendre Paris à l'extérieur ou Marseille, comme avec notre chance légendaire au tirage. Mais Ce sera l'un ou l'autre, hein. Ce ne sera pas l'un et l'autre, de ce toute ne sera façon. pas l'un et l'autre, mais bon, ce serait frustrant de sortir déjà en huitième de finale. Maintenant, on va voir.
quelle équipe va mettre Paulo Fonseca, est-ce qu'il va mettre Bayo David, est-ce qu'il va l'associer avec Cabella, comment il va. Il n'y a pas beaucoup à choisir quand même, hein. Voilà, il y a des choix. Mais bon, faut jouer le coup à fond. Faut jouer le coup à fond. Et puis, ben, voilà, si Zegrova nous qualifie, bon, ben, on va tous mettre un petit Z On fait le pour le maillot prochain avec le bistro. 23. Voilà. Alors, Christophe, pour ce match, tu as plus en tête les performances décevantes de Lyon cette année ou le match aller justement du LOSC à Lyon et notamment ce qu'on rencontre de temps en temps, c'est des problèmes d'arbitrage parce que souvent ils sont plus ou moins au match aller, il y a eu des décisions arbitrage qui n'ont pas été existantes justement pour protéger le jeu. Est-ce que tu crains justement cet arbitrage pro-lyonnais qu'on évoque souvent sur les réseaux sociaux? On a fait quoi, là? Bah, l'an passé, on a eu un arbitrage pour Lille hein, sur la faute sur Jardim. Bon, C'est pas faux. il n'a pas été méchant, l'arbitre. Et Gabriel Gudmundsson était là, et il revient. Donc c'est... Non, l'arbitrage, bah, en fait, si on pense au tweet des Lensois ce week-end, on peut quand même douter des fois de comment dire, de la probité de ces arbitres et du corps arbitral et de la LFP au total. Parce que franchement, il y a des choses qui sont des fois inexplicables sur les terrains. La compétence. Ouais, non, je ne suis pas sûr que c'est un problème de compétence. Ah bon, Enfin, bon, c'est un problème. Mais du coup, voilà, quand je vois ça, et c'est un grand discours que j'ai eu souvent ici en disant mettez des micros aux arbitres à la VAR et qu'ils nous expliquent ce qu'ils font. Après, à Lyon, c'est arrivé souvent. Je ne sais pas si ça arrive encore souvent parce que j'avoue que je ne suis peu trop Lyon. En plus, par rapport à Gaufrier et à Douai, là, on a le maître Lacazette, le maître en simulation et en chambrage et en foutage de merde. Vraiment le joueur que j'exècre. Hein. Je n'aime pas du tout ce joueur-là. C'est vraiment un joueur, il peut marquer 30 buts par an, je dirais toujours, je n'aime pas. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est tout le football que j'aime pas, quoi. Mais donc voilà, donc du coup, ça peut risquer. Maintenant, on avait une série contre Lyon, on a perdu chez eux cette année, donc c'est bon, on a fini la série. Il est grand temps d'en commencer une seconde. Et je suis plutôt positif. Je pense que euh, on est dans une tendance qui est plutôt positive. Eux, c'est pas vraiment le cas. Il faut pas qu'on croie que c'est fait, mais je pense que si on joue sérieusement, on doit pouvoir gagner ce match. Donc, Christophe, tu préfères, si j'ai bien compris, pour améliorer l'arbitrage, les micros aux vidéos. Lorenzo, Rugby. comment tu sens ce match? Bah, en fait, j'ai peur parce que c'est vrai que Lyon, bah, la Coupe de France, c'est l'unique chose qu'ils ont à jouer. En plus, c'est une équipe que, niveau effectif, quand même, il y a des très bons joueurs. Après, à chaque fois, quand il y a une coupe, c'est toujours le même discours. On préfère arriver en demi-finale et prendre Paris ou Marseille et peut-être sortir, ou s'il y a des adversaires compliqués, les battre et continuer notre parcours. Parce que si on voit des équipes qu'on pouvait, je ne veux pas dire battre facilement parce que c'est toujours du foot, il y en a beaucoup et on a pris Lyon. Mais en gros, il faut battre tout le monde si on veut arriver en finale ou si on veut espérer de gagner la Coupe de France. Donc, à un moment donné, je dirais que c'est un peu la même chose. Lyon, on les a quand même battus avec un but de Gudmundsson, mais surtout un but de Ezequiel Ponce dans une des pires losses que je pense que j'ai vu. Ce 1-0 là, c'était mythologique, quoi. Et donc voilà, on a quand même de l'espoir parce qu'on vient dans un bon moment. Et ça serait encore mieux pour notre morale de gagner contre Lyon, d'arriver en quart de finale de Coupe de France, de rêver cette coupe et on verra. Et donc voilà. Mais j'ai toujours peur parce que Lyon, c'est vraiment que ça. Donc ils vont jouer ce match à fond et on verra. On verra bien. Il est 21h43, je vous propose de passer à la dernière partie de cette émission, donc Strasbourg, le grand départ avec un point d'interrogation, donc prochain match de championnat, donc contre Strasbourg, 17e, premier relégable, 18 points, à 1 point de 3 qui est 16e et premier non relégable, mais à 2 points de la 14e place, donc les écarts ne sont pas encore faits. Alors, sauf bien sûr pour les deux derniers du classement, hein, Auxerre et Angers, qui sont très loin derrière.
Donc, Strasbourg, ça reste une équipe qui a encore tout à jouer. Comment voyez-vous ce match contre cet adversaire avec pour l'instant 3 victoires et 9 nuls, 10 défaites? Écoute, Vincent, je vais commencer par toi. Tu le vois comment ce match? Alors, est-ce que le résultat de mercredi, finalement, rendra plus ou moins facile ce match de Strasbourg ou plus ou moins difficile? Comment tu vois ça? Est-ce que l'effectif, alors je lance les sujets, mais tu n'es pas obligé de répondre à tout. Est-ce que finalement l'effectif du LOSC, qui est amoindri par les blessures, qui n'a pas été accentué par le mercato, permettra de jouer ces 2 matchs en 3-4 jours de délai? Alors, pour revenir sur la première stat, du moins celle que tu as dit de Strasbourg. Strasbourg, ce week-end, ils ont eu leur première victoire à domicile de la saison. Donc, encore une fois, tu joues une équipe qui, comme Lyon, en fait, a plus grand-chose à perdre et en plus est plus ou moins en bourre. Eux vont vouloir forcément bonifier ce super succès qu'ils ont eu le week-end dernier. Ils viennent de changer d'entraîneur. Ils ont pas mal bougé aussi lors de ce mercato hivernal. Je pense à un Ajorc qui avait failli rejoindre le LOSC, qui est parti du côté de Mayence, je crois, en Allemagne. Donc, ils ont changé pas mal de choses. Gamero, qui a fait des super trucs, notamment contre Paris, à moins qu'il soit suspendu. Faudrait que je revoie, j'ai plus en tête. Mais ça pourrait être une bonne nouvelle pour Lille si Gamero venait à être suspendu. Le match pour moi de mercredi n'a rien à voir avec le match de ce week-end, du moins de dimanche. C'est des équipes, Lille a des joueurs qui sont professionnels, qui sont capables de jouer, qui sont capables d'enchaîner ce genre de rencontres, sachant qu'il n'y a plus de prolongation à noter en Coupe de France. Mine de rien, ça c'est à prendre aussi en compte dans la réflexion. Paul Fonseca va sûrement faire tourner. En tout cas, on sait que je relisais un petit peu ce qu'il a dit en compte cet après-midi. Yoro sera bien titulaire demain à Lyon. Donc, on voit vraiment que la hiérarchie, elle a changé. Il devrait sensiblement l'être aussi contre Strasbourg, sauf problème de dernière minute. Est-ce que les blessures et donc l'effectif qui n'a pas été renforcé cet hiver fait qu'ils pourront jouer ces 2 matchs-là? Oui, sûrement, s'il n'y a pas de blessure là aussi. Est-ce qu'ils vont pouvoir être à la hauteur de leurs ambitions sur la fin de saison? Là, ce sera beaucoup plus compliqué et va vraiment falloir vider l'infirmerie. Alors, il y a Gudmundsson qui revient, là, qui va pouvoir revenir contre Lyon. Est-ce que ça suffit pour combler tous les problèmes des latéraux? Ça, j'en doute fortement. Alors, quel match contre Strasbourg? Il va falloir, là aussi, de toute façon, il n'y a plus le choix. Fonseca, c'est pas quelqu'un qui s'adapte à l'adversaire. C'est quelqu'un qui a ses idées de jeu, il l'a dit, c'est très marqué, c'est beaucoup de spectacles, beaucoup de jeux vers l'avant. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu, il y a une super interview de lui dans SoFoot, où il est très clair, où il demande beaucoup de spectacles et il est fidèle en fait à ses principes. C'est pour ça que contre Paris, il n'avait pas changé d'idée de jeu, c'est pour ça qu'il ne le fera pas forcément non plus, ni contre Lyon, ni contre Strasbourg. Comme on l'a dit depuis le début de cette émission, ça va dépendre aussi beaucoup de l'adversaire. Donc comment Strasbourg va jouer contre nous, c'est plutôt ça qu'il faut se poser à cette heure-ci. Est-ce qu'ils vont mettre un bloc bas parce qu'ils savent que c'est ce qui nous gêne le plus? C'est possible, sachant qu'ils jouent avec 5 latéraux, avec 5 défenseurs, pardon. Ça pourrait être un long dimanche de football pour nous à 15h, mais on espère évidemment que là aussi que ce soit ce que tous les supporters de Lille veulent voir, c'est ce Lille qui a été imposant, magnifique, tous les superlatifs sont bons sur ces 30 dernières minutes à Rennes. Donc s'ils sont capables de reproduire ce jeu-là, oui, il n'y a ni Lyon ni Strasbourg qui doivent leur faire peur. Alors, pour revenir aux statistiques de Strasbourg, depuis la trêve, il y a 5 défaites, un nul et 2 victoires. Une victoire à Lyon, donc notre adversaire de la semaine, et une victoire à domicile contre Montpellier, donc 2-0, qui est donc la dernière victoire et la première à domicile de Strasbourg. Je reviens aussi sur Gudmundsson. Il rentre dans le groupe contre Lyon. Je pense qu'il ne sera pas titulaire. À mon avis, Timothy Weah risque de devoir prolonger son bail. Par contre, c'est un candidat titulaire certain pour le match de Strasbourg, j'imagine. Christophe D, comment tu vois ce match de Strasbourg? À Strasbourg, c'est toujours plus chiant à jouer chez nous que chez eux, quoi, j'ai l'impression. Chez eux, on s'en sort toujours plutôt bien. Mais chez nous, je me rappelle de matchs où on a eu du mal, même les années du titre, je pense qu'on fait un partout. Enfin, je sais plus, mais je crois qu'on ne gagne pas. Non, Strasbourg, c'est. J'ai peur que, comme dit Vincent, ça risque d'être un peu pénible.
s'ils arrivent bien à bloquer bas. Après, tout dépend de ce qu'on met dans le match, hein. C'est vrai que on joue par rapport au groupe, on n'est pas très nombreux. Moi, je vais revenir aux années Vaïd, on était 18 et on arrive à faire 18 joueurs, ils arrivent à faire deux, trois compétitions. Bon, ben voilà, c'est faisable avec beaucoup d'envie, c'est ce qu'il faut avoir. Après, on risque d'en péter un ou deux, ça c'est sûr. C'est déjà Ismaili, on va peut-être en péter un autre. Donc pour Strasbourg, euh, ça dépend même pas du match de Lyon, parce que comme on le disait tout à l'heure, d'un match à l'autre, on a vraiment des visages qui peuvent être différents. Je pense que ça dépend si on a un grand André Gomes qui puisse bien lancer le jeu, nous faire des transitions. Sur Gildas, c'est-à-dire qu'il disait ça, les transitions sont plus directes. En effet, quand on fait 12 crochets à chaque fois avant de faire une passe, on n'est pas dangereux. On devrait savoir assez vite que c'est la règle du football. C'est une règle du football. C'est dès qu'on temporise un peu trop, tout le monde est en place et on ne peut plus rien faire. Donc, si on arrive à mettre le bon tempo contre Strasbourg, ils n'ont pas une confiance énorme non plus. Moi, j'espère bien qu'on va marquer les 3 points pour accrocher le wagon des 6, quoi. Se battre pour une place là-dedans. Alors, sur les réseaux, Trifred nous dit Strasbourg, c'est le match à gagner vu les autres matchs du week-end. Julien, on joue à fond la coupe comme le match le plus important de l'année et donc de la semaine. José, avec les équipes du bas de classement, il faut marquer le plus tôt possible. On a Jean-Michel qui nous précise que Gamero sera présent. Il était suspendu contre Rennes et Montpellier. Donc, on aura le plaisir, entre guillemets, de le voir jouer au stade Pierre-Mauroy Décathlon Arena. Fabrice a 11 derrière, une tactique très élaborée contre le LOSC pour François. Lorenzo, tu veux rebondir là-dessus? Voilà, je rebondis sur ce que François disait, c'est ça, hein. C'est Oui. vraiment qu'il y a le risque de faire un match comme ça avec Strasbourg que traditionnellement a toujours été une équipe un peu comme ça, surtout contre nous. Et on a vu qu'on a des difficultés quand même à créer des occasions claires quand les équipes ils défendent de cette façon-là. Donc, j'ai peur de revoir un match comme ça, style, je dirais Clermont, même s'il y avait des différences avec le match de Clermont, et où on va avoir peut-être des difficultés à créer des occasions claires. Si par contre on débloque le match après 10 ou 15 minutes, là, je peux même vous dire qu'on peut même gagner 3 ou 4-0. Mais si on n'arrive pas à marquer ce but-là, on continue avec un peu cette malédiction de dire ouais, mais on marque jamais, on n'arrive pas à marquer, on a des problèmes offensivement, blablabla, ça va se compliquer. Mais sinon, normalement, on est bien meilleur que Strasbourg cette année ou sur ces 2 ans. Bon, voilà. Gildas, ton avis sur ce match? Tu t'attends à une défense très serrée de Strasbourg? Un bloc bas? Oui, moi je m'attends vraiment à ce que Strasbourg joue très bas. Donc la clé, ça va être dans la vitesse, dans le rythme qu'on va devoir imprimer, dans l'intensité, savoir jouer simple, savoir jouer de manière spontanée, ce qu'on n'a pas assez fait contre Clermont, à mon avis. Et effectivement, la clé, ça va être l'ouverture du score rapide parce que après, ça débloque tout le match. On l'a vu contre 3. Après, ça a déroulé. Les joueurs prennent confiance et ça déroule. Et sinon, on risque de se retrouver dans un match du style Brest, Clermont et même Reims où on n'est pas où on a le ballon, mais on se crée pas, on n'a pas suffisamment d'occasions dangereuses. Donc, mais il faut quand même noter, moi je leur dis, Clermont a super bien défendu, hein. Ils ont même passé leur temps par terre en deuxième mi-temps, magnifique. Ils ont passé 10 minutes par terre, il y a eu 4 minutes d'arrêt de jeu. Bon. Mais Strasbourg, c'est une équipe qui a beaucoup de défaites. Je crois que tu as donné tout à l'heure le nombre de défaites. 10 C'est une défaites. équipe qui perd beaucoup. 10 défaites, 9 nuls. Simplement 3 victoires. Voilà, donc c'est quand même, il y a quand même beaucoup de défaites par rapport à Reims qui perd peu, mais qui gagne peu, qui font plus de nuls. Bon, c'est un cran au-dessus aussi. Donc, on va voir. Moi, la composition d'équipe, faut mettre moi, je mettrais un Cabella. Je vais mettre un Cabella dans le cœur du jeu. Angel Gomez, c'est des choix, hein. Je crois qu'on a rarement eu Cabella, Bayo et David.
Je sais pas. On a rarement les trois ensemble, donc pourquoi pas le tenter. Maintenant, maintenant, il faut absolument fructifier le match contre Rennes, parce que en fait, le match contre Rennes, ben, il était pivot. Si on le perdait, on était largué, et puis on va dire presque adieu à la possibilité de jouer les places européennes. Et là, si on ne fructifie pas ce match-là contre la belle prestation et le bon résultat contre Rennes, bah, on se trouvera en notre travers et puis ça n'aura servi à rien. Donc c'est un match qu'il faut gagner absolument. Et je suis d'accord pour dire aussi que ça n'aura rien à voir avec le match de mercredi, hein. Ce sera le match de coupe, n'aura rien à voir avec ce qui va se passer dimanche, quoi. Donc, bon, on verra. Alors, beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux. Il faut marquer au plus vite pour Fabrice. José, ne pas rentrer dans les buts avec des équipes pareilles. Christophe, est-ce que tu crois toi aussi que face à l'Imagino, il vaut mieux essayer de la contourner que d'essayer de rentrer dedans? À l'Imagino, je suis pas sûr parce que ils ont vraiment des gros soucis cette année. Alors effectivement, ils viennent de gagner un match contre Montpellier, mais Montpellier qui est un concurrent direct, Montpellier qui descend, qui glisse doucement vers la relégation un petit peu à la fois. Donc ils étaient un petit peu dans l'obligation de gagner contre cette équipe montpelliéraine, mais c'est compliqué pour eux cette année. Et ils ont Bellegarde qui est absent et ils ont le double buteur ok. ce week-end parce que ils ont perdu effectivement Ajorc et Adrien Thomasson au milieu de terrain. Je ne comprends pas qu'ils les laissent partir. Ils sont dans une situation compliquée. Ils laissent partir Ajorc qui est chez eux depuis longtemps, qui a rendu tellement de services qui pouvaient encore être utiles. Ils doivent avoir vraiment des soucis d'argent dans ce club. Et Thomasson, enfin, voilà, c'est le club qu'il a récupéré. Je vais pas le citer, tout le monde le connaît, mais c'est vraiment une belle affaire. Franchement, s'il y en avait un à prendre, c'était bien celui-là. Donc, ils se sont affaiblis et ils ont Habib Diallo qui a marqué les 2 buts ce week-end, qui est absent, qui s'est blessé pendant ce match. Donc, Gamero va se sentir un petit peu seul. C'est pas forcément ce qu'il aime, jouer seul devant. Donc, après, je sais pas quel schéma ils vont Même opter. le fait qu'il n'y a pas Bellegarde, moi, je ne savais pas, mais c'est un joueur vraiment clé Oui, au milieu, il hein. sera pas prêt et voilà. Et Bellegarde et Habib Diallo qui seront pas là, c'est vraiment compliqué. Plus les deux autres que j'ai déjà cités, donc c'est pas forcément le match qui fait le plus peur. À partir du moment où, comme tout le monde le dit hein, depuis tout à l'heure, si on arrive à ouvrir le score assez vite, ça peut enfiler et je l'espère. Alors, Marius qui nous précise qu'on avait Kabela Bayo David en début de saison, quand David jouait à droite pendant les premiers matchs de la saison. Ça. J'aurais tendance à dire pendant le premier match de la saison, parce que le match de Paris est arrivé assez vite. Et avant le match de Paris, il y a eu la fameuse soirée de Momo Bayo. Donc, on a des remarques, donc toujours dans le même état d'esprit. Jean-Michel ne pas se cramer ou se blesser en coupe, donc la priorité pour lui, c'est le championnat. Donc voilà, on va peut-être terminer finalement cette émission et ce tour de table, peut-être par vos pronostics. Alors, très rapidement, en tour de table, en 2 mots, votre pronostic pour la coupe et pour le match de Strasbourg. Alors, Vincent, est-ce que tu veux te lancer? Moi, je vois un partout et Lille qui s'impose au tir au but. Et pour Strasbourg? Pour Strasbourg, une victoire 2-0 pour le LOSC, évidemment. Gildas. Lyon, je pense qu'on va sortir au tir au but. Et contre Strasbourg, je pense qu'on va gagner 2-0. Mais c'est vrai ce qu'a dit tout à l'heure Christophe. Je crois que Ça copie j'ai pas mal. regardé sur les 5 dernières années, mais c'est pas une équipe qui nous réussit fort à domicile. Mais par contre, là-bas, on gagne pratiquement à chaque fois. Donc attention, quoi. Christophe C. Quel est ton pronostic pour ces 2 matchs? Victoire 1-0 à Lyon parce que la finale de la Coupe de France, c'est notre plus beau souvenir de foot et c'est important d'y retourner. Donc il faut gagner là-bas. Et 2-0 contre Strasbourg. Christophe D. J'hésite, hein. Mais non, je vais dire victoire 1-0 aussi à Lyon. J'allais dire péno, mais c'est tellement chiant les pénaux. Puis la dernière fois qu'on était à la Coupe de la Ligue, on n'a pas eu là-bas au péno, c'est pénible. Bah oui. Et donc là, Strasbourg, Strasbourg, j'espère bien qu'on en mettra 4-0, mais ça, c'est personnel. Lorenzo. Il faut être positif un peu, les gars. Non, moi, je pense qu'on gagne 2-1 à Lyon. Et oui, on gagne 4-1 contre Strasbourg, à la maison.
Bon, la tendance, elle va un peu dans le même sens sur les réseaux sociaux. José, 2 victoires. Trifred, 0-2 contre Lyon, 4-1 à Strasbourg. Michel et si c'était passé un déclic lors des célébrations finales à Rennes. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y avait des célébrations très partagées après chaque but, et notamment après celui de Rémi Cabella. Au tir au but, et on est rarement bon si on pouvait éviter pour Marius. On n'est pas bon péno pour José. Un chevalier, on a Et, un chevalier. c'est pas faux, c'est pas faux. Et on a François qui nous fait un pronostic que je vais lui rester la responsabilité. 2 victoires, 4 blessures. C'est un petit clin d'œil à Olivier Létang. Mais bon, on espère que c'est pas Madame Soleil, Et juste François. pour spécifier, François, vu qu'on parle de groupe de France, normalement, les quarts de finale, ça serait quand, en fait? Parce qu'il Début, y a une pause maintenant, non? Pour début un mois, mars. Ah, Début mars. mars. Début Ok. mars. Ouais. Début mars, début avril pour les demi et fin avril, je crois que c'est le 26 pour la finale. Réservez déjà vos dates pour le Stade de France. Alors, on ne sait jamais, je ne veux pas être superstitieux ou porter la poisse, mais vous connaissez maintenant le calendrier, vous n'aurez aucune excuse si il faut faire un déplacement là-bas. Voilà, l'émission se termine, il est 21h, 22h, il est 22h, tu vois, Vincent, Pile. on est tout pile à 1 heure hors taxe, hein, donc on maîtrise le timing comme tu maîtrises ton conducteur. Donc, je voulais te remercier pour cette première visite au bistrot d'Alelos, que j'espère que ça s'est bien passé. Ben oui, très bien. Et puis, merci pour l'invitation. On fait ça quand vous voulez. On se donne rendez-vous lundi, du coup. Là, du coup, on peut le dire, c'est un secret pour personne. Maintenant, on a laissé des indices, hein. On se revoit lundi à 19h sur Cop Nord. Donc, et je crois qu'il y aura, si j'en crois, des On peut indiscrétions. spoiler, on peut spoiler. Il y aura une très forte présence du bistrot d'Anne-et-les-Losc lundi soir à Cop Nord. On a, Ah, j'ai Ouais, compris. si vous connaissez un certain Monsieur Big Data qui n'aime pas trop Ah Zerova, de ce que oui, j'ai compris, voilà. je crois qu'il sera obligé de le mettre en top lundi prochain de toute façon. j'imagine avec le maillot de Zerova, hein, à Ben, l'émission. non, Sûrement. il viendra avec son maillot d'IAG, je pense. Donc, Il a bon goût. c'est pas faux. Donc, merci en tout cas, Vincent, pour ta participation. Le Avec bistrot plaisir. est ouvert, il y a pas de souci, on garde le contact. Merci au pilier du bistrot, merci à Christophe C pour ta participation. Merci à vous, bonne soirée. Merci à Gildas. C'était un plaisir. Bonne soirée à tous. Merci à Lorenzo. Merci les gars. Et merci à Christophe D. Ouais, merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci à tous les auditeurs. Vous étiez très nombreux, un peu plus que d'habitude sur les réseaux sociaux. Vous avez bien participé. Donc, cette émission, elle est la vôtre. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube à partir de demain matin, tôt dans la matinée. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à nos différentes émissions. Vous nous permettrez effectivement d'élargir notre diffusion et on compte sur vous pour nous aider dans ce sens-là. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine avec ce double rendez-vous pour le LOSC, bien évidemment. Avant de vous quitter, il faut qu'on lance notre cri de guerre. Donc, est-ce que vous êtes prêts? À 3, je vous propose notre cri de guerre. 1, 2, 3. Allez, Allez, le LOSC! À bientôt! Salut, ciao! Forza Lansk. Ciao. Ciao.